Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon update lecture du mois de juin. Je suis désolée si déjà j'ai la même tenue que d'autres vidéos. Je pense que ce sera le cas puisque je suis toute seule à la maison sur 2 jours et je vais essayer de m'avancer au maximum sur les vidéos filmées. Je m'excuse également si j'ai des trous de mémoire sur certains livres, mais nous sommes le 2 janvier, donc si je me souviens pas exactement ou quasiment plus d'un des livres que j'ai lu il y a 6 mois, bah, ça en dit long sur le livre et sur le fait qu'il m'ait marqué ou non. Bref, je pense que ça va être le seul update, enfin le dernier update lecture que j'ai fait sur d'aussi loin en fait, puisque au mois de juillet après j'ai repris ma chaîne et donc toutes mes lectures sont recensées sur les vlogs et je vais reprendre pour à partir du mois de décembre puisque je vous expliquerai sur la vidéo en question. Mais on va tout de suite commencer puisqu'il y a pas mal de livres. Je vais commencer par le seul que je n'ai pas en physique pour ne pas l'oublier, puisque j'ai lu Glim de Raven Kennedy, qui n'est autre que le 3e tome de la saga de Oren, de la saga d'Oren. Voilà, dont le 1er tome est Guild. Et dans ce tome 3, alors c'est assez compliqué de vous parler d'un tome 3. L'histoire de base, c'est une réécriture de la mythologie grecque avec le mythe de Midas. Donc le mythe de Midas, c'est Midas qui, dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Et donc Midas, le roi Midas, possède une cour de pouliches et sa pouliche préférée est recouverte d'or et il la tient bien sagement dans une cage jusqu'au jour où elle va convoiter les ennemis. Enfin, elle va susciter l'intérêt des ennemis et donc elle va être enlevée. Et il y a pas mal de retournements de situation. Ce tome 3 est assez crucial, je trouve, dans la saga. Et je l'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on l'a lu assez rapidement finalement. Même si c'était assez épais, mais le tome 4 était encore plus gros. Et franchement, ouais, je l'ai plutôt bien aimé. On l'a dévoré assez rapidement. Il y a des révélations de malades, il y a vraiment... Je trouve que vraiment cette série se bonifie de tome en tome et j'ai été très contente de poursuivre cette saga. Ici on a vraiment les complots de cour, les arrangements, les mariages arrangés, etc., les faux semblants et voilà, j'ai trouvé hyper addictif ce 3e tome. On a une espèce de petit triangle amoureux, on ne sait pas vraiment vers qui le cœur va balancer. Et pour finir sur une apothéose de what the fuck, franchement il se passe tellement de choses dans ce 3e tome. C'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais ça vous spoilerait beaucoup trop et c'est pas du tout mon but, surtout que je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas commencé le 1er tome. Donc voilà, si vous aimez les romantécies un peu à la Akotard, je pense que celle-ci vous plaira. Franchement, moi c'est une agréable bonne surprise. Et il me tarde d'avoir la suite. On va commencer avec les poches, puisque c'est dans l'ordre que je l'ai mis. Voilà, il n'y a pas d'ordre de lecture pour cette vidéo, mais c'est pas très grave. J'ai lu en audio mon premier Melissa d'Acosta, et il s'agit des lendemains. Melissa d'Acosta, j'en entendais énormément parler, énormément de bien. Tout le monde a des avis hyper dithyrambiques. Et j'avais trouvé celui-ci chez EasyCash pour 4€. Donc je ne me suis pas fait prier, je voulais commencer par Tout le bleu du ciel et je crois que j'ai commencé finalement par celui-ci que j'ai lu vraiment en audio et il a été très dur à lire. Ça a été un énorme coup de cœur puisque ici on parle de Amande qui a perdu mari et enfant. Et qui est en gros deuil et
Enfin, elle a perdu son mari et elle était enceinte et du coup elle a accouché d'un mort-né. Et donc là on va suivre toute sa reconstruction. Donc elle est en grosse dépression dans son appartement, je crois qu'elle est à Paris à la base. Et elle va décider de partir sur un coup de tête et de s'isoler dans une maison où il n'y a rien autour, au fin fond de l'Auvergne. Et en gros elle dit fuck à tout le monde et elle dit laissez-moi partir en dépression et arrêter de vivre. Et jusqu'au jour où déjà elle va rencontrer la fille ou la petite fille de l'ancienne propriétaire qui va être un peu oppressante au début quand même, elle est très présente, et jusqu'au jour où Armande va découvrir un calendrier de l'ancienne propriétaire avec pas mal de conseils de plantation, d'horticulture, etc. Et elle va décider de s'occuper les mains et la tête en faisant des plantations, en s'occupant du jardin, en faisant un potager. Et elle va se reconstruire à travers ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque c'est une très belle métaphore que de revivre à travers la nature qui renaît, puisque le terrain est un grand terrain vague, pas du tout entretenu suite au décès de la propriétaire. Et voilà, j'ai trouvé que l'image était hyper bien travaillée et hyper intéressante. On peut pas mieux faire pour moi qu'une reconstruction à travers la nature qui revit et voilà. On n'a pas vraiment de romance. Souvent on va remettre les gens en couple dans ce genre de contemporain. Là c'est pas du tout le cas. Elle fait vraiment le deuil, elle essaye de réapprendre à s'aimer, à revivre tout simplement, à accepter l'aide des autres aussi. Et ouais, c'était bouleversant. Il y a eu plusieurs moments où j'ai dû m'arrêter un petit peu parce que, étant jeune maman, c'est un peu compliqué ce genre d'histoire, mais c'est un livre plein d'espoir, tellement beau, très bien écrit, et vraiment les thématiques sont hyper importantes, et voilà, je peux le recommander pour des personnes qui ont vécu un deuil périnatal. Pas trop tôt parce que ça peut être très trigger, mais c'est un livre plein d'espoir et plein de bonnes ondes et franchement ouais, il m'a fait beaucoup de bien et il m'a beaucoup ému ce livre. Et voilà, un bon premier Melissa d'Acosta pour ma part. Je vais rester dans les mêmes registres puisque j'ai lu Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte. Là on suit que ma belle-mère m'avait filé et que j'ai dédicacé par l'autrice. Et donc là on suit une jeune femme qui a elle perdu sa meilleure amie et qui va récupérer, je crois, une liste de choses à faire. Ouais voilà, 12 lettres avec chaque mois une mission à faire. Et donc Molly, c'est Marie qui est décédée, c'est Molly qui est toujours en vie, va décider d'y aller et d'écouter ce que sa meilleure amie a à dire. Et encore une fois, j'ai adoré. Je crois pas que ça a été un coup de cœur, mais déjà Karen Ponte, ça se lit hyper bien. Souvent il y a beaucoup d'humour, mais là il y a de l'humour partiellement dosé, puisqu'on parle quand même de deuil encore une fois, et de reconstruction après le deuil. Et c'est pas évident comme lecture, mais ça fait vraiment du bien. Elle est avec un copain qui l'ennuie profondément. Enfin, sur le moment qui l'ennuie pas, mais elle se rend compte petit à petit que c'est peut-être pas le bon mec pour elle. Elle a un boulot lambda. Est-ce que sa vie est vraiment bien? Et en fait, elle va, à travers les lettres de Marie, retrouver un semblant de vie qui l'intéresse un peu plus. Et voilà, une très très bonne lecture. Je vais pas en dire grand chose parce qu'il est assez court encore une fois et que on parle de deuil, voilà, j'ai aimé la façon dont c'est amené. Ça fait un peu le PS I Love You, je crois, c'est ça le principe du film. Et j'ai adoré découvrir toutes ces lettres
Il y a eu des plot twists dont je m'attendais, mais pas totalement non plus. Elle m'a quand même surprise, Karen Pont. Et voilà, de toute façon, Karen Pont, pour moi, c'est une valeur un peu sûre en contemporain, que ce soit en contemporain de Noël ou en contemporain normal. Souvent, il y a beaucoup d'humour, mais elle sait parler de sujets un peu plus sérieux et rendre les choses un peu plus tristes, mais belles. Alors un livre dont je ne me souviens absolument plus. Mais vraiment, j'ai très honte. Mais je sais que j'avais passé un bon moment. C'est une autrice que j'avais jamais lue. Il s'agit de Séoul le Nord de Sarah Maig, qui faisait partie de la sélection des prix des lecteurs 2017. Donc encore une fois, c'est ma belle-mère qui me l'avait filé. Je vais vous lire le résumé puisque je vous avoue que je n'ai aucun souvenir, à part que j'avais passé un bon moment. Mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Peut-être en relisant le résumé, je m'en souviendrai. Donc Ella, 24 ans, est professeure de français dans un collège. Elle a quitté Dunkerque pour Paris et sa première année en tant qu'enseignante entre élèves déboussolés et profs déprimés s'annonce mouvementée. Heureusement, elle n'est pas toute seule. Il y a son copain Théo, qui est inscrit sur Tinder, sa copine Lou, qui passe des castings pour une marque de lait concentré, son fiancé Victor, ébéniste, son amante Cléo, photographe. Sans oublier sa sœur Julie, amoureuse du gorille du jardin des plantes, et son poisson rouge Klaus, qui se fait du moron. C'est le portrait d'une génération, une photographie de la France d'aujourd'hui. Les jeunes s'y retrouveront, les parents qui se posent des questions aussi. Voilà, bah ça me dit pas plus. Je sais que j'ai des bribes de moments où justement elle en a un peu marre de Paris et elle va retourner en Dunkerque, elle va faire des nouvelles rencontres et vraiment c'est une tranche de vie, mais voilà, j'ai plus trop de souvenirs de ça, à part que voilà, j'avais bien aimé, mais vous voyez que ça ne m'a absolument pas marqué. J'essaierai de relire un livre de cette autrice parce que franchement, sur le moment vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Le problème c'est que vraiment, je n'en ai aucun souvenir, à part que ouais, en fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment de résumé facile à faire, à part qu'on suit une jeune fille qui se pose des questions, qui va faire des rencontres, qui va un peu plus s'écouter et se poser les bonnes questions. Et voilà. Désolée, une grosse briquette de fantaisie qu'il faut vraiment que je continue, mais la fin n'est toujours pas sortie. Nous attendons indéfiniment. Il s'agit de A Clash of Kings de George R.R. Martin, qui n'est autre que l'intégrale 2 de Game of Thrones. Enfin, en anglais, c'est A Song of Ice and Fire. Voilà, avec mon super accent. Encore une fois, c'est assez compliqué de vous faire un résumé sur Game of Thrones. Je pense que beaucoup le connaissent à travers la série télévisée que moi j'ai lue, que moi j'ai regardée jusqu'au bout. J'ai hâte d'avoir la conclusion de l'auteur pour voir si celle-ci ne me décevra pas. Mais je trouve que les deux premières intégrales sont assez fidèles à la série de Game of Thrones. On a tout un univers avec le royaume du Nord, la royauté avec le trône de fer qui est revendiqué par les Targaryens qui sont les anciens souverains. Ils disent que le roi actuel a volé la couronne aux Targaryens et donc ça va être une lutte de pouvoir pour la place du roi et pas mal d'intrigues politiques. Voilà, on est quand même dans un peu médiéval, dans l'esprit un peu comme ça quand même, où il y a la présence il y a la présence également de dragons et de personnages un peu mystiques, surtout dans le nord du mur. Dans celui-ci, il y a pas mal de batailles, il y a pas mal d'intrigues de cour,
de mariage arrangé, de vengeance puisque certains personnages ont été tués, de prise de pouvoir, enfin bref. Il y a pas mal de plein de choses et de retournements de situation. En tout cas, si vous avez vu la série, vraiment, on est assez fidèle. J'ai hâte de découvrir la suite. C'est vrai que c'est à chaque fois des gros pavés et moi je les lis en audio. Franchement, en anglais, je peux pas les lire, mais comme j'avais le premier en anglais, je me suis acheté la suite en anglais. Mais je les lis en audio et j'aime beaucoup l'audio. Beaucoup disent que la version française est très difficile à lire, enfin très pompeuse, etc. Mais en audio, ça passe très bien. Apparemment, s'il faut le lire, vaut mieux le lire en VO, c'est quand même plus simple qu'en français. Mais j'aime beaucoup, on est sur un roman choral où à chaque fois on alterne entre pas mal de personnages, ce qui est pas mal, mais à la fin on a toujours des petits cliffhangers et on a envie de connaître la suite de ce point de vue là, sauf qu'on les retrouve dans 5-6 chapitres. Donc des fois ça peut être un peu déroutant, on peut vite perdre le fil, mais je trouve que ça rythme énormément le récit et voilà, et j'ai hâte d'avoir la suite et de lire la suite. Pour l'instant il n'y a que les 5 premiers qui ont été sortis, le 6e a été écrit, mais ils attendent que le 7e soit écrit également pour sortir les deux d'affilée et il me tarde de pouvoir le lire parce que là c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Game of Thrones, si vous aimez ou pas cette saga en lecture, je parle. On m'a dit qu'à partir du tome 2, fin 3 je pense, ça se diffère pas mal de la série, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Après, je suis pas hyper concentrée à chaque fois quand je lis en audio, surtout ça. Mais pour l'instant, comme c'était à peu près similaire, j'avais les images de la série en tête et du coup ça me donne énormément envie de re-regarder la série. Je pense que je vais essayer de motiver mon chéri pour le regarder, mais nous on est deux temps dans les séries en ce moment, surtout avec la petite. Donc voilà. On va passer au grand format et j'en ai 3 à vous présenter. Je vais vous présenter La Faille de Franck Thillier, qui n'est autre que sa sortie de 2023. C'est une saga, enfin ça rentre dans la saga de Charcot et Enneibel. Ça faisait 3 ans, non 4 ans que j'avais pas vu Enneibel. Enfin un peu moins puisque j'étais pas à jour dans ma saga, mais en tout cas ça faisait 4 ans ou 3 ans que un livre n'était pas sorti avec Enneibel dedans, avec Franck Charcot aussi, puisqu'on avait 1991 qui était le préquel, donc la première enquête de Franck Charcot. Et donc c'était assez difficile de recouper avec celui juste d'avant. Mais là on va suivre Charcot et Enneibel sur une enquête et sur une intervention qui tourne un petit peu mal pour une de ses collègues. Cette collègue en question est enceinte et la blessure qu'elle a est très très grave et donc il va y avoir une grosse décision qui va devoir être prise par son compagnon et sa famille. Et on a également une enquête autour des phénomènes, pas des phénomènes, mais des épisodes de mort imminente. Je pense que c'est à peu près ça le mot. Je sais pas si c'est expérience, enfin bref, des EMI. Nanana, de mort imminente. Bref, c'est tout autour de ça et j'ai trouvé ça hyper addictif. J'ai retrouvé l'addiction que j'avais eue pour Franck Thillier. Il y a plein de tomes que j'ai adoré pour ça, Charcot, Atomka, etc. Les premiers en fait Franck Thillier que j'ai lus où je pouvais pas lâcher le livre et cette fois-ci ça l'a fait également. J'ai adoré parce que vraiment on a ce fil conducteur sur cette collègue qui a été blessée et qui a un choix à faire et toute l'enquête où vraiment on a des sujets très intéressants, très bien approfondis. Je trouve que Franck Thillier à chaque fois il utilise des phénomènes scientifiques qu'il approfondit très très bien. Des fois ça nous perd un petit peu dans ses explications, mais franchement très très bonne enquête.
Moi j'aime les thrillers qui sont addictifs, qui nous font péter un peu le cerveau, qui nous apprennent des choses aussi. Et avec Franck Tillier, c'est exactement ce que j'ai. J'ai été très surprise de la fin et j'ai été très surprise tout du long. Donc voilà, une très très bonne lecture pour moi. Je sais pas si je lui ai mis un coup de cœur ou pas, mais j'ai adoré. Je pense que ça a frôlé le coup de cœur si ça ne l'a pas été. Désolée, mais les thrillers, j'ai du mal à approfondir mes propos puisque j'ai toujours peur de spoiler et c'est difficile. Souvent, c'est plus des états, des impressions, des sensations que j'ai plutôt que des points vraiment particuliers. C'est vraiment mon expérience de lecture qui va me faire passer un bon moment ou pas, la façon dont c'est écrit, la façon dont les éléments s'enchaînent, plutôt que certains points plus précis. Et là, le sujet de la mort imminente m'a beaucoup plu. Nous avons ensuite un contemporain historique et c'était le premier roman de cette autrice. J'ai lu Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Je l'avais acheté en occasion puisqu'il me faisait pas mal envie et que je l'ai trouvé pas très très cher. On suit Anne qui a toujours vécu qu'avec son grand-père, enfin en tout cas une grande partie avec son grand-père et quand je mets là, il y a le focus, il sait pas s'il doit focuser sur ma tête ou sur le livre. Et donc, elle habite aux États-Unis, à New York, elle a vécu qu'avec son grand-père et son grand-père décède. Et la dernière volonté de son grand-père, c'est de se faire enterrer au niveau de ses terres natales qui sont l'Irlande. Et donc après le décès, elle va décider de retourner en Irlande et je crois qu'il veut étaler, mettre ses cendres à un certain endroit. Elle va faire un tour sur un lac, mais je me demande si c'est pas sur ce lac-là qu'il faut qu'elle disperse ses cendres. Bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle va faire un tour dans un lac et puis elle va entendre un bruit de fusil, elle va tomber dans l'eau et elle va se réveiller en 1921 dans la peau de son arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère, donc la mère de son grand-père, a disparu pendant un certain moment. Tout le monde la croyait morte. Personne ne sait véritablement ce qu'elle est devenue. Et elle a disparu, je crois, en 1915. Et elle faisait partie pour moi de la résistance lors de la guerre en Irlande. Et donc voilà, elle disparaît mystérieusement. Elle a un petit garçon. Personne n'a de nouvelles d'elle et en fait c'est son arrière petite fille qui va reprendre sa place suite à cet accident. Il y a un petit peu de magie là dedans et donc Anne de 2001 va arriver en 1921 sous les traits de sa grand-mère, sauf que elle connaît pas mal de choses de l'histoire et est-ce qu'elle doit tout dire ou pas, est-ce qu'elle doit changer le cours de l'histoire? Un peu compliqué. Surtout qu'elle avait retrouvé aussi un journal intime d'un ami de son arrière-grand-mère et du coup elle va le rencontrer pour de vrai. Elle sait pas trop le type de relation qu'ils avaient, s'ils étaient que amis, s'il y avait un peu plus, mais à travers les écrits en tout cas il y avait l'air d'avoir un petit accrochage amoureux. Et du coup voilà le pitch de l'histoire. Moi pour ma part j'avais commencé à le lire en papier et j'avais eu un peu de mal et je l'ai terminé en audio. Je pense que j'aurais dû le lire en audio, je pense que j'aurais eu une meilleure lecture de ce roman. J'ai bien aimé le concept, j'ai trouvé hyper intéressant la façon dont c'était abordé, le retour dans le passé, est-ce qu'il faut qu'il y ait une influence sur le passé ou pas. Il y a pas mal de plot twists où à un moment donné, est-ce qu'elle va rester dans cette vie de 1920 qui n'est pas son époque ou est-ce qu'elle va retourner dans son époque à elle au risque de tout perdre. Elle construit des choses dans cette nouvelle époque qu'elle n'a pas vécue en 2000 et donc ça va être tout ça sur un fond de résistance, de guerre. En même temps, en 2001, il n'y a personne qui ne l'attend. Et j'ai pas été hyper
captivée par contre par la plume, je ne l'ai pas trouvée addictive, je ne l'ai pas... Voilà, j'étais pas dans mon livre en me disant il faut que je connaisse la suite, etc. C'est sûr parce que je l'ai même mis de côté pour pouvoir le reprendre après en audio. Et je pense que c'est vraiment ce petit truc qui m'a manqué parce que l'histoire était vraiment chouette, le concept était vraiment chouette. Après j'avais déjà lu un livre qui se passait en Irlande juste avant avec le livre de Clarisse Sabar et je pense que j'aurais peut-être pas dû enchaîner les deux aussi rapidement, j'aurais dû en lire d'autres et celui-ci le garder pour un peu plus tard. Ça m'a peut-être porté défaut, porté préjudice, mais je suis contente de l'avoir enfin lu. Je suis curieuse de lire ses autres romans à Amy Harmon, surtout que tout le monde les adore, tout le monde en parle que en bien. Elle a sorti d'autres romans chez Charleston. Et je suis très curieuse. Je pense pas l'acheter en réel, enfin en neuf. Je pense que si je les trouve en occasion, j'essaierai de lui redonner une chance, parce que vraiment l'histoire en elle-même, je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup aimé les plot twists, j'ai beaucoup aimé la partie historique et la partie plus contemporaine, et je suis très curieuse de voir ce que ces autres romans vont faire, mais il m'a manqué beaucoup de choses et la plume ne m'a pas convaincue et je l'ai pas trouvée addictive, et moi la plume ça fait beaucoup et c'est très subjectif en fait, donc voilà. Et le dernier roman que je veux vous présenter, il s'agit du Pont des Tempêtes, et encore une fois c'était une lecture assez mitigée. Vous voyez comme ça brille de mille feux, j'ai pris la version collector un peu sur un coup de tête. Je comptais pas trop le lire à la base et c'est Elika qui l'a lu et qui a adoré, et franchement je me suis laissée convaincre. On venait de sortir un peu aussi des mois du smut, etc. et je voulais le lire, et en fait j'ai mis trop longtemps à le lire. Regardez, vous avez des belles illustrations là, vous avez la carte, si vous l'avez jamais vue, vous avez la carte qui est derrière la dust jacket. Donc l'histoire, nous sommes dans un univers de fantasy où les différents territoires sont régis, enfin le commerce est régi par un pont qui appartient à Itikana. C'est ça, Itikana. Itikana. Il y a un roi assez jeune qui régit ça, et un des territoires autour un peu ennemis, donc Maridrina, c'est pas Madinina, Maridrina a un roi aussi qui a élevé en secret pas mal de filles, qui les a appris à combattre, à combattre, et il va donner l'une d'elles en mariage au roi d'Itikana pour faire une alliance commerciale et avoir plus d'avantages dans les commerces et pour subvenir aux besoins de leur peuple. Selon les dires du roi de Maridrina, Itikana c'est des méchants, ils veulent pas donner à manger et il laisse le peuple mourir de faim. Et donc il y a une alliance qui se fait entre ces deux pays par le biais du mariage, et donc on a Aren, le roi d'Itikana, qui va se marier avec Lara, qui est la fille, pas que choisit le roi, mais qui se choisit elle-même en tendant un piège à ses sœurs, et donc son but c'est de se marier avec pour pouvoir le tuer. Désolée si j'ai bougé, mais l'enregistrement s'est arrêté. Bref, je disais, le pitch me fait vraiment penser à un autre pitch d'histoire. Donc en fait, ça n'a rien de révolutionnaire pour moi. On a déjà vu ce genre d'histoire quelque part, de mariage arrangé où la nana veut tuer son mari ou inversement. Je sais plus exactement quelle histoire ça me fait penser à ça. Et je pense que je les ai lus après des romans Tessie qui m'ont que j'ai vraiment adoré, avec Le sang et la cendre. Celui-ci j'ai plutôt bien aimé. Pour moi c'est pas de l'adulte, c'est mis chez Brajon, mais je l'aurais plutôt mis en young adulte, même s'il y a une scène un peu olé olé plus
l'univers en tant que tel, je trouve que, et l'histoire en tant que telle, je trouve que ça fait un peu young adulte quand même. La scène olé olé n'est pas hyper descriptive ni rien, donc bon. J'émets des réserves sur l'aspect adulte plutôt que young adulte, mais je préfère qu'il y ait des éditeurs qui sont un peu trop prudents et qui le mettent en adulte plutôt qu'en young adulte. Mais moi j'étais un petit peu déçue. Je trouvais qu'il se passait pas grand chose, j'étais pas méga convaincue. Encore une fois, la plume ne m'a pas séduite à 100%. Je l'ai pas trouvée addictive, mais aussi j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Voilà, Lara va découvrir le peuple d'Itikana, va découvrir la façon de faire, enfin l'organisation du pont, l'organisation du nouveau peuple, et elle va toujours avoir en tête sa mission. Mais vraiment sur la première grosse moitié, il se passe vraiment pas grand chose, même sur les 3/4 je pense qu'il se passe pas grand chose. On sent qu'il y a un Enemies to Lovers qui arrive et on le sait d'avance. Enfin, franchement, c'est une surprise pour personne. Mais j'ai trouvé que ça sortait un peu de nulle part aussi. J'ai pas senti cette tension qui grandit tellement qu'ils sont obligés et qu'ils ont une envie irrépressible d'être ensemble. Là, j'ai senti que ça sortait comme ça. Mais après, ce n'est que mon humble avis. Et oui, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses par contre qui se terminent à la fin, enfin qui concluent ce premier tome, et on a envie de connaître la suite. Et c'est ce qui m'a fait donner envie d'avoir la suite aussi. Pour moi, c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, j'aurais très bien pu le lire sans... Si j'étais pas attachée à l'objet livre, j'aurais très bien pu le lire sans forcément l'acheter, me le procurer que en e-book. Donc voilà, très sympa, mais sans plus. Pour moi, c'est plus du young adulte et pas forcément de l'adulte. La suite est un peu plus en adulte, mais ouais, sympa, mais sans plus. Je comprends pas totalement la hype qu'il y a autour de ce livre et de cette saga. J'ai passé un bon moment, mais le temps a été un peu long pour ce tome 1. J'ai lu un peu plus rapidement le tome 2. Donc ça fera pas partie de mes tops, jamais. Ça fera partie de mes tops de fantasy ou de romantasy. Donc voilà pour mon bilan du mois de juin. Je pense que la vidéo est assez longue puisqu'on m'a coupé la chic. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à me dire si vous avez lu un de ces romans ou si l'un d'eux vous fait envie. N'hésitez pas comme d'habitude à liker également la vidéo et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!